C'est le consulat de Bonaparte, la fabrique de l'État et la société propriétaire, 1799-1804, qui est paru aux éditions de la Fabrique. À l'origine de ce projet, il n'y a pas tellement une volonté de notre part. À l'origine de ce projet, il y a une demande de notre éditeur qui avait beaucoup aimé le directoire et qui nous a demandé en quelque sorte d'écrire la suite, si on peut dire. Au départ, ni Yannick ni moi, on était particulièrement... on n'y avait pas pensé, en fait. Et on a été convaincus lorsqu'on s'est dit qu'on allait insister sur deux dimensions. La dimension, d'une part, de la question de la propriété, de la société propriétaire, et la deuxième dimension de la construction de l'État. Pourquoi la construction de l'État? Parce que, ou la fabrique de l'État, parce que, évidemment, beaucoup d'institutions qui existent toujours aujourd'hui, même si elles existent sous différentes formes, la Légion d'honneur, la Cour de cassation, les préfets, les sous-préfets, etc., tout ça a été créé au moment du consulat. Évidemment, ces institutions ont évolué, mais malgré tout, il reste quand même beaucoup du consulat dans l'État actuel, et y compris dans la Ve République. Voilà. En effet, on a été amené à revenir là-dessus parce que, mine de rien, la période du consulat est relativement peu connue, en dehors des historiens universitaires et en dehors du public des napoléonâtres, si je puis dire. C'est napoléonéolâtres, si j'ose dire, c'est-à-dire des fanatiques de Bonaparte et de ceux qui n'envisagent cette période qu'à travers la figure de Bonaparte. Et pendant longtemps, cette historiographie du consulat a été une historiographie purement hagiographique, purement apologétique. On voyait le consulat comme le moment où Bonaparte devenait progressivement Napoléon Ier. Et d'ailleurs, cette construction mythique de l'historiographie, elle se construit dès le lendemain du coup d'État du 18 Brumaire, puisque c'est Bonaparte lui-même qui s'emploie, et ses proches, qui s'emploient à discréditer le régime du Directoire en se présentant comme le sauveur de la France. Donc le mythe du Bonaparte sauveur de la France, il est inscrit déjà dans l'événement. Alors, après la chute de Napoléon, il va y avoir une petite éclipse, évidemment, d'une vision sinon positive, du moins apologétique de l'Empire, mais assez rapidement, à partir des années 1820, à partir de la publication du Mémorial de Sainte-Hélène, en 1823, puis avec la translation des cendres de Napoléon, on va avoir un culte napoléonien qui se développe dans l'historiographie, avec l'idée d'un Napoléon du peuple, fils de la Révolution, qui l'aurait contribué à perpétuer. Et donc, sous Louis-Philippe, on a un véritable culte napoléonien. Et le parti républicain des années 1820-1830 n'est pas à l'abri de la fin de dynastie de Bonaparte. Alors, ces deux dimensions, la dimension du sauveur et celle de l'homme qui finit la Révolution, je vous prie de m'excuser, mais il y a quelqu'un qui est en train de toucher des paplards et ça me fait plein d'échos. Alors, celui qui touche des papiers, s'il pouvait couper le son de son micro, ça serait bien. Merci. Je ne sais pas qui c'est, mais je reprends. Donc, les deux dimensions, celle du sauveur et celle de l'homme qui finit la Révolution, sont présentes dans la grande étude d'Adolphe Thiers, qui paraît entre 1845 et 1869, donc qui s'appelle l'histoire du consulat et de l'Empire. C'est une vision tout à fait apologétique, mais tout va changer avec le Second Empire, puisque désormais le Parti républicain va se construire autour du rejet du fossoyeur de la République. C'est la raison pour laquelle, à partir de la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, que les critiques de la Troisième République et les critiques du parlementarisme, les nationalistes, vont se réemparer du mythe du sauveur qu'on a par exemple chez Barrès, chez Sorel, chez Masson, chez Albert Vandal, etc. Donc on a une historiographie relativement apologétique, là encore, même si une partie de la droite royaliste n'apprécie pas beaucoup
Bonaparte, et notamment sa recherche de la gloire militaire. Néanmoins, on est vraiment dans l'histoire apologétique. Cette histoire apologétique, on va la retrouver finalement jusqu'à nos jours, avec évidemment des modifications, mais dans la foultitude d'ouvrages qui est publié tous les ans sur Bonaparte, sur les maîtresses de Bonaparte, sur le valet de Bonaparte, sur le cheval de Bonaparte, sur etc., etc., etc. Voilà. Alors, la première approche scientifique, si on peut dire, de la période du consulat, ça va être grosso modo celle d'Alphonse Solar, qui, dans son histoire politique de la Révolution française, fait terminer la Révolution en 1804. Et les historiens républicains de gauche, pour dire vite, ou républicains comme Georges Parizet, Albert Mathieu, Georges Lefebvre, vont enchaîner vont reprendre les pas d'une certaine manière de Hollart en présentant Bonaparte comme le fossoyeur de la République. Alors on a une espèce de vulgate marxiste ou marxisante qui s'élabore dans les années 30, qu'on retrouve notamment en partie chez Georges Lefebvre, puisque pour Georges Lefebvre, Bonaparte, c'est celui qui a consolidé les acquis de la Révolution bourgeoise. Voilà. Alors, grosso modo, jusqu'en 1969, l'historiographie a été une historiographie qui a été marquée par la personnalité et la personnalisation de l'histoire du mythe du Sauveur. Ça n'est finalement qu'à partir de 1969, donc assez tardivement, qu'on a des chantiers d'histoire sociale qui ont été lancés sur la période du Consulat. C'est le cas de la grande enquête de Louis Bergeron, qui est issu de la HESS, sur les notables. Et même quelqu'un comme Tullard, qui n'est, le bon qu'on puisse dire, pas un homme de gauche, a dans ses premiers travaux, écarté de la tradition apologétique, notamment dans l'anti-Napoléon, le mythe de Napoléon en 1771 ou Napoléon, le mythe du Sauveur en 1978. Donc, à partir de là, beaucoup de chantiers vont s'ouvrir, notamment en histoire sociale de l'armée, etc., etc., notamment avec les travaux de Jean-Paul Berthaud. Et puis un deuxième tournant se produit dans les années qui suivent le bicentenaire de la Révolution française, qui ne nous rajeunit pas, puisque dans la continuité des travaux sur le directoire, beaucoup d'historiens de la Révolution française vont s'investir dans le consulat, dans la période du consulat, vue comme une fin de la Révolution, ou en tout cas comme dans la continuité du directoire. C'est-à-dire que finalement, les historiens qui sont intéressés à la période du consulat, en tout cas la plupart d'entre eux aujourd'hui, sont des historiens de la Révolution française qui ont poursuivi, qui ont tiré le fil de leur thématique jusqu'en 1804, voire au-delà. Et finalement, d'historiens du consulat et de l'Empire, il y en a relativement peu, en France en tout cas, et beaucoup d'entre eux ne sont pas dans les universités, ils sont dans les institutions privées comme l'Institut Napoléon, des gens comme Thierry Lenz, etc. Mais finalement, aujourd'hui, l'historiographie du consulat est une historiographie qui est celle qui est faite par des spécialistes de la Révolution française. À part Nathalie Petitot, à part Jacques-Olivier Boudon, à part Aurélien Lignereux, il n'y a pas beaucoup de spécialistes de l'Empire qui travaillent sur le consulat. Mais en revanche, il y a beaucoup de spécialistes de la Révolution française qui travaillent sur le consulat. Alors malgré ce renouvellement, on reste quand même dans une historiographie qui est marquée par des problématiques parfois fort anciennes, notamment la problématique de la fin de la Révolution. Bonaparte marque-t-il, le coup d'État de Brumaire marque-t-il la fin de la Révolution, ou en est-il la continuité? Même si ce n'est pas dit, très souvent on a des choses comme ça qui sont en arrière-plan en quelque sorte dans les réflexions des historiens. En fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est rompre avec cette problématique de la continuité ou de la fin de la Révolution en modifiant, en prenant une autre perspective chronologique et en mettant en valeur le tournant de 1795, la rupture avec le droit naturel déclaré, dont on a déjà parlé évidemment ici, et en montrant que ce qui se passe sur le consulat, c'est une transformation autoritaire d'un projet qui est déjà celui des thermidoriens, qui est celui de la République des propriétaires, ou de la République sans la démocratie, telle qu'on a pu l'appeler
dans le bouquin sur le directoire. Donc finalement, ce qui se passe sous le consulat, dans une très très grande mesure, c'est la continuité de ce qui s'est passé sous le directoire, c'est la continuité des processus qui se sont passés sous le directoire, mais avec un caractère autoritaire plus marqué qui dépend à la fois de la personnalité de Bonaparte, mais aussi de l'incapacité des thermidoriens finalement à réaliser leur programme. Donc on est parti de ce point de vue-là pour finalement intégrer le consulat dans une séquence qui serait 95-1804, plutôt que de rester dans une séquence 99-1804, même si le bouquin lui-même s'intéresse à la période de 99-1804. Notre approche, c'est de considérer la période 99-1804 dans la continuité finalement de 1795 et en opposition avec 89-95. Enfin, en opposition pour une bonne partie. Alors, il y a une deuxième question qui est souvent dans l'historiographie, mais sans le dire, c'est la question de la nature du régime consulaire. Est-ce que on est face à une dictature militaire? Est-ce qu'on est face à une dictature civile? Est-ce qu'on est face à un retour à 89, le fameux retour à 89, 95 étant le retour à 89 et 1799 étant aussi le retour à 89? On ne comprend pas très bien où on va avec tous ces retours. Ce que on a voulu, la chose sur laquelle on a voulu insister, c'est que le consulat est une période originale. C'est-à-dire que ce n'est pas une période ni de retour à 89, ni de retour d'ailleurs au despotisme éclairé de l'Ancien Régime, mais qu'il est une forme de laboratoire, alors qui s'appuie sur ce qui a été fait, évidemment, sous le directoire, mais avec une espèce de radicalisation dans différents domaines, notamment celui de la construction de l'État et de la société propriétaire. Et donc on a essayé de sortir du paradigme de la révolution bourgeoise, c'est-à-dire de la révolution qui se serait limitée finalement aux fameux acquis de 89, dont on se demande d'ailleurs pourquoi ce seraient ces acquis-là et pas d'autres. Et on a essayé, au contraire, de voir quelles étaient les continuités avec la période 95-1804. Et donc, pour en venir à cette question de la propriété de l'État, l'État autoritaire est personnalisé sous le consulat, poursuit une tendance centralisatrice qui a commencé sous le directoire, mais n'est pas l'héritier des projets et des réalisations révolutionnaires de la période 89-95, bien sûr. On aura l'occasion d'y revenir. Le gouvernement révolutionnaire n'est pas non plus centralisateur, bien entendu. Soboul écrivait à un moment donné que Bonaparte, finalement, continuait le gouvernement révolutionnaire. Donc, nous, on se place évidemment en total désaccord avec cette approche. Le consulat ne nous paraît pas plus être l'héritier des réformateurs de l'Ancien Régime. L'ordre que veut construire Bonaparte et ses collaborateurs doit être édifié dans une société pensée comme une collection de grains de sable, comme le disait Bonaparte lui-même. C'est pourquoi le projet de construction d'un État autoritaire, centralisé et personnalisé du consulat, est un projet original, qui emprunte peu finalement aux formes antérieures, même si évidemment ceux qui le mettent en route sont aussi ceux qui l'avaient pensé avant. Je veux dire, quelqu'un comme Cambacérès, évidemment, il était là avant. Mais on a un tournant fondamental. Et ce tournant, finalement, il n'est pas avec la révolution, d'une manière générale, il est avec la révolution telle qu'elle s'était déployée entre 1789 et 1795. En revanche, il y a une forme de continuité avec le directoire. Donc, selon nous, Bonaparte n'est ni le continuateur de la révolution, puisque la révolution est multiple, évidemment, ni son fossoyeur, parce que, d'une certaine manière, le directoire a déjà remis en cause une partie des avancées démocratiques de la période antérieure. Le consulat est donc une construction en continuité avec le projet directorial d'une république des propriétaires, mais il est aussi une rupture majeure, parce qu'il s'agit d'un moment marqué par un processus original qui tend à la construction, je dis bien qui tend à la construction d'un véritable État personnalisé, autoritaire, centralisé.
Alors pourquoi ça tend? Parce que fondamentalement, Bonaparte, pas plus Bonaparte que Napoléon par la suite, n'arriveront à créer réellement un État autoritaire, personnalisé et centralisé. Parce que les résistances dans la société sont suffisamment importantes pour qu'ils ne puissent pas aller jusqu'au bout. Il ne faut pas imaginer l'État de Bonaparte ou l'État de Napoléon comme un État tout-puissant ou euh, autoritaire au sens des régimes autoritaires du XXe siècle, évidemment. Donc finalement, le projet de Bonaparte, à l'origine, c'est de faire servir cet État, d'une part à son ambition personnelle, mais aussi à une élite propriétaire. Mais cette élite propriétaire finalement est totalement dépossédée de tout pouvoir politique au profit d'un seul individu. Et donc à partir de 1802, la forme républicaine et le projet brumérien originel tend à s'effacer pour voir s'affirmer une machine politique et administrative construite comme une sorte de ce qu'on a appelé un despotisme de l'exécutif, un despotisme du pouvoir exécutif. Ce processus, il faut insister, n'est pas inéluctable. C'est-à-dire qu'au moment du 18 brumaire, ce processus n'est pas écrit. Il va falloir beaucoup de péripéties et on raconte dans le livre, on essaie de donner les principaux éléments, on raconte la manière dont ça s'est passé. Parce que ce processus n'était pas évidemment tout fait. Alors bien sûr, les modérés brumériens ne voulaient pas d'une dictature militaire, ne voulaient pas d'une dictature de Bonaparte, mais c'est bien à ça qu'on est arrivé. Alors finalement, et je termine là-dessus avant de céder la parole à Yannick, ce qui est intéressant, c'est, enfin, on a vu lors de la commémoration de mai 2021 à quel point la question du grand homme et la question de son héritage dans la République actuelle était éminemment problématique. Macron, le président Macron, n'a pas visiblement osé ne pas commémorer la mort de Napoléon, parce qu'il était poussé évidemment sur sa droite, ça va de soi, mais il a été obligé de marcher constamment sur des œufs et il a été obligé de pratiquer son fameux en même temps, donc à la fois la condamnation du rétablissement de l'esclavage par Bonaparte, mais en même temps la création du Code civil, etc., etc., etc. Il y a donc une volonté, il y a quand même une gêne dans le pouvoir, gêne qui est beaucoup plus grande aujourd'hui que celle qu'elle pouvait être au moment où Pompidou célébrait lui aussi Napoléon et Bonaparte. Chirac avait réglé la question en évitant carrément la commémoration d'Austerlitz, en annulant toutes les commémorations d'Austerlitz. Macron a essayé de jouer sur les deux terrains. Alors, pourquoi la Ve République aujourd'hui, qui est une république d'une certaine manière fort bonapartiste, pourquoi elle ne peut pas assumer son caractère autoritaire et son caractère finalement de despotisme de l'exécutif, certes un despotisme électif, puisque tous les 5 ans, le despotisme est obligé de se présenter devant les votes de ceux qui votent, c'est-à-dire pas grand monde. Mais on est bien. Pourquoi ce despotisme de l'exécutif, finalement, ne peut pas être assumé directement dans la filiation avec le consulat? Voilà une question qu'on s'est posée aussi dans cet ouvrage, et on a essayé d'y répondre en parlant notamment des formes de légitimité de ce régime du consulat. Voilà, alors je vais laisser la parole à Yannick, et moi je réinterviendrai ensuite pour parler de la construction de l'État, et notamment de la construction d'une centralisation effective par le biais des préfets. Marc, oui, comme tu le disais, la manière dont on aborde le consulat, ça a été dans le prolongement de ce qu'on a fait sur le directoire. Non pas simplement parce que le consulat, c'est la suite chronologique du directoire, mais parce que on a saisi le consulat comme ce que tu disais sur l'aboutissement d'une dynamique qui s'est engagée difficilement en 1795, donc à partir du directoire, une dynamique dont on peut dire qu'elle consiste en fait à mettre fin au processus constituant qui était ouvert depuis 89 au sens large d'un processus bien sûr par lequel des êtres humains se constituent
en société, dans une société dont ils choisissent les règles. Donc, mettre fin au processus constituant, en d'autres termes, mettre fin au processus révolutionnaire qui, dans cette perspective, est lu comme l'ensemble des luttes en fait entre les différentes conceptions de la société qui s'affrontent à ce moment-là. Donc l'aboutissement d'une dynamique qui est possible en 99, un coup d'État d'ailleurs qui est pensé par les Brumériens dans cette perspective, pas du tout dans une rupture avec le projet thermidorien, mais bien dans une possibilité de réaliser ce que le directoire n'a pas permis finalement de réaliser. Et c'est donc également un moment où on va rejeter, en 95, hein, on le sait, on a beaucoup travaillé sur ces questions dans le séminaire depuis très longtemps, c'est également un moment où on va rejeter le langage du droit naturel, qui a été le langage de ce processus constituant. Hein, quelle société doit-on constituer si chaque être humain, fait de sa nature humaine, possède un droit égal à la liberté? Que fait-on si on prend au sérieux le fait que chaque être humain ait un droit égal à la liberté? Donc un langage du droit naturel qui, au cours du processus révolutionnaire, hein, nous savons bien ici, est devenu, en tout cas pour ceux qui le dénoncent, le langage de l'anarchie, le langage de la terreur, même si on reprend les termes de Bentham. Et en 1795, donc la Déclaration des droits va être vidée hein, de sa référence au droit naturel, elle ne se réfère plus au droit naturel, et le consulat prolonge le geste en quelque sorte, accentue cette logique en éliminant non plus simplement la référence au droit naturel, mais en éliminant la Déclaration des droits elle-même. Un projet qui était déjà pensé dès 1795, que l'on retrouve chez un certain nombre de députés, mais que l'on trouve également du côté des idéologues qui commencent à se constituer. En particulier, on le trouve chez Jean-Baptiste C. Donc la déclaration des droits n'est plus la norme. En 95, le droit naturel n'est plus la norme, mais en 99, la déclaration des droits n'est plus la norme en matière politique. Et de manière concomitante, accompagnant cette logique, c'est sous le consulat que l'on va pouvoir organiser le code civil, en tout cas fixer un code civil qui va permettre de rendre compte de l'ordre social, de fixer l'ordre social tel que le conçoivent ceux qui sont les vainqueurs de ce processus constituant et qui vont penser un ordre social dont on explique dans le bouquin que sa principale caractéristique est de rompre avec le principe républicain de non-domination, vers lequel tendait peu ou prou la législation révolutionnaire, et qui va substituer à ce principe de non-domination ce qu'on pourrait appeler un principe d'obéissance, dont le Code civil va être finalement le lieu de sa mise en œuvre, de son harmonisation. Donc le bon citoyen, on le voyait déjà en germe dans le directoire, le bon citoyen n'est plus celui qui fait preuve de vigilance vis-à-vis du pouvoir, mais le bon citoyen est celui qui obéit et qui obéit au pouvoir, et le pouvoir, via le Code civil en particulier, déléguant au père, déléguant au mari, déléguant au patron, l'apprentissage de cette obéissance et le contrôle de cette obéissance qui est là pour façonner en fait l'ordre social. Et cet ordre social repose sur la propriété, qui est conçu comme un marqueur social à partir duquel la société va pouvoir être hiérarchisée. C'est le moment où on aboutit au célèbre article 544, qui est encore dans notre législation, qui est toujours dans le Code civil, qui définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Donc c'est la fixation de l'idée que la propriété, la possibilité de jouir des choses de la manière la plus absolue, avec un codicile sur lequel je reviendrai, pourvu qu'on ne fasse pas un usage prohibé par les lois, qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements.
Et pourtant, si la référence au droit naturel ne définit plus les normes politiques, si cette référence est absente du Code civil, elle est en revanche présente, quand on regarde un peu les textes d'un peu plus près, elle est en revanche présente dans les arguments qui sont mobilisés par les juristes pour justifier les dispositions du Code civil, et en particulier justifier les dispositions qui concernent la propriété. Et donc, c'est sur cette dimension que je voudrais intervenir, puisque ces questions sont le fil rouge de nos travaux dans ce séminaire depuis longtemps, je le disais tout à l'heure. Mais je rappellerai brièvement d'abord ce qu'on pourrait appeler la genèse de ce qui va devenir le Code civil en 1804, et peut-être plus précisément les conditions de possibilité, ce qu'on pourrait appeler les conditions de possibilité de ce Code civil en 1804. Il sera rebaptisé, vous le savez, Code Napoléon en 1807. Alors, dans son principe, le Code civil consiste à uniformiser la législation civile. Et on a souvent dit que l'idée, l'origine de ce principe d'uniformisation de la législation civile dans un Code civil était une idée originale du consulat, ce qu'elle n'est pas du tout. C'est pas une idée de Bonaparte ni du consulat. C'est dans son principe, le Code civil est l'aboutissement d'un long processus, d'un processus qui parcourt toute la Révolution, en fait, et dont on trouve d'ailleurs les prémices dans l'Ancien Régime, dans quelque chose qui, dans son principe, est ancien. Premier élément. Mais ce n'est pas parce que ce processus s'inscrit dans une durée révolutionnaire, qui trouve sa source dans les débuts de la Révolution, que ce code de 1804 serait, comme on l'a écrit presque systématiquement, ce code de 1804 serait l'expression des principes de la Révolution française. Donc le Code civil, si on considère son contenu, et non pas son principe, le Code civil dans son contenu n'est pas l'expression des principes de la Révolution, il est l'expression de l'idéologie des vainqueurs, du processus constituant de ceux qui sont en fait au pouvoir sous le consulat, et non pas l'expression des idées qui ont été véhiculées par les révolutions françaises. Et si on suit la définition de la Révolution française telle que la propose Alphonse Sollard, qu'on aime bien citer ici, et qui fait consensus, il dit que la Révolution française consiste dans la Déclaration des droits, rédigée en 89 et complétée en 1793, et dans les tentatives faites pour réaliser cette déclaration. Donc, à partir de cette définition de la Révolution française, on conçoit aisément qu'un régime qui ignore la Déclaration des droits, qui la met dans les oubliettes de l'histoire, ne puisse que difficilement en fait incarner les principes d'une révolution qui seraient fixés dans ceux de la Déclaration de 89. Donc, cette idée d'un code civil qui serait l'expression de la Révolution, si tant est que cette chose ait un sens, comme s'il y avait la Révolution française comme un objet qui serait univoque, c'est quelque chose que l'on met à distance, qu'on essaie de démontrer dans un certain nombre de chapitres où cette problématique peut apparaître. Je reviendrai rapidement sur le parcours d'obstacles qui a été la constitution de ce code civil, et qui peut aboutir en 1804. Et on s'est posé la question de savoir mais pourquoi le code civil peut aboutir en 1804 alors qu'il ne peut pas aboutir auparavant. Alors dès 1791, on trouve dans la Constitution l'idée qu'il faut rédiger un code civil. Et vous savez probablement, il va y avoir plusieurs projets de code civil qui vont être proposés par Cambacérès, en particulier, au nom du comité de législation. Il va y avoir un projet qui va être proposé en 1793. Et à chaque fois que les discussions commencent à avancer sur le projet, il y a des ajournements, il y a des renvois dans les commissions. Il va y avoir un autre projet qui va être proposé en 1794. De la même manière, c'est quelque chose qui n'aboutit pas, qui est renvoyé en commission, qui est également ajourné. Même chose en 1796, on a l'impression qu'il y a une impossibilité pour ce code, pour cette fixation de l'ordre juridique, en fait, d'aboutir à ce moment-là, ce qui est assez logique, puisque nous sommes dans un moment où
où l'ordre politique n'est pas stabilisé. Et l'ordre politique n'étant pas stabilisé, ne permet pas non plus de fixer l'ordre juridique qui est le reflet de l'ordre politique. On ne peut pas obtenir de consensus sur cet ordre juridique, et en particulier, il n'y a pas de consensus autour de la question de la propriété, qui est, est un objet central des luttes politiques et des projets de société qui s'affrontent les uns les autres, en particulier autour de cette question de la propriété. Et le coup d'État du 18 Brumaire, donc du 9 novembre, a justement pour objectif de mettre fin à cette instabilité. Et d'ailleurs, d'emblée, dès le 10 novembre, donc juste pendant le coup d'État, puisqu'il dure en fait plutôt 2 jours dans le date du 18 Brumaire, donc c'est le 10 novembre, oui, pardon, excusez-moi, le 19 Brumaire, donc, la loi, enfin le texte qui est censé organiser la loi, qui est censé organiser le consulat provisoire, va d'emblée expliciter le fait qu'il va falloir tout de suite préparer un code civil. Ça fait partie des missions, des premières missions, des missions urgentes en fait, qui suivent le coup d'État et qui sont déléguées donc à des commissions un projet qui dans un premier temps ne voit pas le jour, mais il faut attendre la mise en activité en fait de la Constitution de l'an 8, donc le 24 décembre, quelques mois plus tard, pour que la rédaction d'un code civil dans l'urgence soit véritablement engagée et puisse aboutir, c'est-à-dire qu'il faut attendre que le terrain politique soit dégagé, que le pouvoir exécutif soit aux commandes, que le pouvoir législatif soit suffisamment affaibli pour que tout type d'opposition en son sein puisse être largement contourné ou contenu. Il faut attendre ce moment-là pour que enfin un code civil qui va être conforme aux idées, aux intérêts des hommes qui sont alors au pouvoir puisse voir le jour. Et par ailleurs, la législation civile, à ce moment-là, ne sera plus tributaire, une fois la Constitution de l'an 8 proclamée, les constitutions n'ayant plus de déclaration des droits à sa tête, la législation civile ne sera plus tributaire donc de la déclaration des droits pour être pensé, être organisé, et donc ne sera plus tributaire en fait de l'interprétation de la Déclaration des droits et des luttes politiques qui avaient engendré cette interprétation depuis 1789. Donc on voit que la mise au banc de la Déclaration des droits et du droit naturel en tant qu'objet politique est quelque chose qui est d'un usage très fécond pour arriver à fixer un code civil qui serait tel que l'exécutif le pense à l'époque. Et donc, vous savez, Bonaparte va nommer une commission très vite, en août 1800, une commission de 4 juristes sous la direction de Cambacérès qui va avoir pour fonction donc de rédiger ce code civil. Le projet est abouti au bout de 6 mois, donc très vite, et il est présenté donc devant la section législative du Conseil d'État, et c'est les travaux du Conseil d'État avec Bonaparte qui suit ces travaux qui intervient, qui va aboutir au texte définitif, après de très longues discussions autour des articles, de débats autour de ces articles. Alors, c'est dans ce discours préliminaire que proposent les 4 juristes, donc Portalis, qui est un des plus connus, également Tronchet, Bigot de Préameneu, également Malville, mais Portalis, celui qui est peut-être le plus théoricien des 4, dans le discours préliminaire au Code civil, il rappelle qu'un Code civil, finalement, n'aurait jamais pu naître pendant la Révolution française. Ils disent la France, à l'époque, était la proie de ce qu'ils nomment l'esprit révolutionnaire. Un esprit révolutionnaire qu'ils définissent comme un désir exalté de sacrifier violemment tous les droits à un but politique. Donc eux-mêmes expliquent que la Révolution française n'était pas propice à la fixation d'un code civil. Et donc, la Révolution est un peu l'antithèse de ce que pourrait représenter le Code civil.
Et donc en faire du code civil l'expression des principes de la Révolution française est quand même très problématique quand on voit comment ceux qui le conçoivent argumentent leur travail. Et donc, dès que la chose est possible, finalement, il y a consensus pour abandonner tout type de dispositions qui seraient issues de la législation révolutionnaire au profit presque systématique des lois d'Ancien Régime. Alors évidemment, le Code Napoléon reconnaît le droit de propriété exclusif, l'abolition des privilèges, l'égalité des individus devant la loi et la liberté de conscience, mais on sait que ce sont déjà des projets qui existent avant la Révolution française. On touche des réformateurs, par exemple chez Turgot, et l'abandon de cette législation révolutionnaire, ce qu'on a appelé le droit intermédiaire, va plus tard, quand on va moderniser le Code Napoléon à la fin du XIXe siècle, servir de gisement en fait d'idées pour moderniser ce Code Napoléon. Donc, paradoxalement, le Code Napoléon va être modernisé à la fin du XIXe siècle à partir de ce droit intermédiaire et peut-être là être plus poreux en fait principe de la Révolution française. Mais l'idée des concepteurs du code, la Révolution française n'est pas intégrée dans l'équation, ou le moins possible, quand c'est politiquement jouable, faisable. Donc, j'indiquais tout à l'heure, la déclaration des droits ne fait plus référence au droit naturel en 95, de telle sorte donc que le principe suivant lequel les êtres humains disposent d'un droit égal à la liberté, du fait de son humanité, ne dicte plus au gouvernement leur politique. Et donc, il s'agit pour ces concepteurs de la Constitution de 95 de couper l'herbe sous le pied, vous le savez, de ce qu'ils appellent les démagogues, des gens qui, comme Robespierre, pourraient de nouveau appeler le peuple à se soulever si ses droits étaient bafoués. Donc, le consulat va plus loin et élimine la déclaration des institutions. Et donc, si la référence au droit naturel, parce qu'elle est jugée subversive à la suite de l'expérience révolutionnaire, est exclue des normes politiques à ce moment-là, elle reste en revanche, je l'indiquais, mobilisée en matière de droit privé, en particulier lorsqu'il s'agit de justifier les dispositions du Code civil quant à la propriété. Je vais le rappeler ici. Il est à ce moment-là intéressant de noter que la référence à cette époque, au tournant du XVIIIe et XIXe siècle, la référence au droit naturel de l'homme est tellement connoté terroriste à l'époque que les 4 juristes qui préparent le Code civil sont accusés dans un certain nombre de pamphlets d'être finalement des suppôts du robespierrisme parce qu'ils mobilisent cette référence au droit naturel lorsqu'il s'agit en particulier de justifier la propriété exclusive. Et Portalis, qui est un royaliste, qui a été emprisonné en l'an 2, qui a été exilé sous le Directoire, et se trouvant assimilé à Robespierre, évidemment, ça lui pose un certain nombre de problèmes. Il réagit assez mal et de manière assez virulente contre ces pamphlets qui portent pour lui ce qu'on pourrait appeler une insulte suprême, taxé de robespierrisme, et s'indigne donc contre ces auteurs dont il dit que dès qu'il rencontre dans le discours préliminaire ou dans le code, dans le projet de code, les mots droit naturel, les mots raison universelle, pour ces individus, je le cite, c'est de l'anarchie. Sous la plume de ce monsieur, les rédacteurs ne sont que des robespierristes. Il ne s'est pas mis en peine de justifier les qualifications par des preuves, il a voulu suppléer aux preuves par des qualifications. Mais au risque d'essuyer ce type d'attaques, qui visiblement sont légion à ce moment-là, les rédacteurs du code ont notamment besoin d'une référence au droit naturel pour justifier la propriété telle qu'elle est définie jusqu'aujourd'hui dans l'article 544, c'est-à-dire comme un droit absolu. Pour les rédacteurs du Code civil, le fait de posséder un droit absolu sur les choses trouverait son origine, on connaît bien cette idée, trouverait son origine dans le droit naturel. Je les cite,
dans leur discours préliminaire, toujours, l'homme naît avec des besoins, mais il faut qu'il puisse se nourrir et se vêtir. Il a donc droit aux choses nécessaires à sa subsistance et à son entretien. Voilà l'origine du droit de propriété. Personne n'aurait planté, semé ni bâti si les domaines n'avaient été séparés, si chaque individu n'eût été assuré de posséder paisiblement son domaine. Le droit de propriété en soi est donc une institution directe de la nature. Le droit de propriété sur les choses découlant du droit à la subsistance serait donc un droit naturel, inaliénable et sacré. On sait qu'en 89, c'est la lecture que la majorité de l'Assemblée fait de l'article 2 de la Déclaration des droits, selon lequel la propriété est un droit naturel. C'est une lecture qui permet de mener une politique libérale en matière économique. Le propriétaire doit être libre de l'usage de sa propriété, toute entrave étant une atteinte au pacte social fondé sur les droits naturels de l'homme. Euh, Cependant, on le sait assez rapidement, les avantages de la propriété, c'est-à-dire la sanctuarisation les avantages par exemple, de la déclaration, c'est-à-dire la sanctuarisation de la propriété, ces avantages sont très rapidement dépassés par les inconvénients, c'est-à-dire le fait que la déclaration implique la souveraineté populaire et donc l'anarchie qu'elle est supposée engendrer. Et donc, avec l'élimination de la Déclaration des droits en 1789, le droit naturel de propriété peut refaire surface, finalement, sans toutes ces interférences démocratiques qui étaient venues en limiter la portée. Dès le début de la Révolution, car dès 1789, les politiques qui sont favorables aux gros propriétaires et l'idéologie sur laquelle repose cette politique sont, on le sait bien sûr, combattues par le mouvement populaire et par ses porte-paroles au nom des principes de la déclaration elle-même. Alors, ce mouvement populaire renvoie à une idée également de la propriété qui serait de droit naturel, mais seulement entendant par là la propriété qui permet de garantir le droit à l'existence. Donc c'est bien tout autre type de propriété, ce que Robespierre appelle les châteaux, les équipages, les terres, ce que Thomas Paine appelle les propriétés ostensibles. Toutes ces propriétés-là ne sont pas de droit naturel, mais sont des propriétés qui sont des objets politiques, dépendent du droit positif et sont des propriétés qui sont garanties par choix politique, par décision du peuple souverain. Par ailleurs, on sait que selon laquelle le marché ne peut pas décider du droit à l'existence, que les biens qui permettent d'exister ne peuvent pas être soumis simplement à la logique du propriétaire, est une idée qui devient majoritaire dans la Révolution à partir de 93, et que cette idée-là n'est pas très originale. Les idées portées par la montagne ou par le mouvement populaire sont des idées que l'on retrouve dans la tradition populaire, dans la culture populaire depuis fort longtemps, que l'on retrouve aussi dans la culture juridique ou dans la culture théologique depuis le Moyen-Âge. Donc l'idée que la propriété ne peut pas être absolue, mais est limitée par le droit à l'existence. En revanche, la nouveauté vient de ceux qui affirment au contraire que la propriété doit être absolue en étant considérée comme un droit naturel. La nouveauté vient de ceux donc qui reprennent ce qui a déjà été théorisé par les philosocrates dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et par un certain nombre de réformateurs de la monarchie, en particulier Turgot, qui ont tenté de mettre en œuvre ces idées à la fin de l'Ancien Régime. Et c'est cette conception de la propriété qui est finalement, à l'échelle de l'histoire neuve, qui va devenir la manière dont nous, aujourd'hui, nous pensons majoritairement la propriété, et sachant que nous avons complètement évacué en fait, la vision classique de la propriété, qui est d'abord la propriété de mes choses qui me permettent de vivre, de ma vie, de mes biens, et pas simplement la propriété matérielle. Donc c'est cette conception nouvelle de la propriété que fixe le Code civil. Nous habituons donc depuis 2 siècles à penser la propriété comme le rapport d'un homme à une chose,
comme c'était évident que la propriété est un rapport d'un homme à une chose, et un rapport qui serait l'expression donc d'un droit individuel, et non comme on le pensait auparavant, c'est-à-dire comme le rapport entre des hommes est une chose, la propriété donc, étant donc conçue comme un rapport social et non pas comme un droit individuel. Donc il y a un basculement qui s'opère à ce moment-là et qui est rendu possible du fait du contexte politique. Je vais arrêter parce il faut que je redonne la parole à Marc, mais il est très intéressant de noter que chez Portalis, par exemple, la propriété n'est jamais appréhendée en termes d'objets communs, d'objets sociaux, elle est toujours appréhendée en termes d'objets qui renvoient à l'individu. Il dit, dans l'état de nature, il n'y a que des individus. Et c'est à partir de l'individu, de sa propriété absolue, que l'on va pouvoir ensuite penser des sociétés, parce que découle de la position du propriétaire, découle de ses qualités de propriétaire, de ce qu'il va générer en tant que propriétaire, découle finalement la société et les régulateurs euh, de la politique. Donc on a d'emblée dans cette pensée-là, hein, celle du ruissellement, qui est fort connue aujourd'hui, mais qui est déjà inscrite dans cette lecture, qui est déjà celle de Boissy d'Anglas, que l'on retrouve chez Bonaparte et qui est là théorisée dans les justifications du code civil, mais qui disparaissent complètement, hein, qui est dans l'étayage du code civil, mais qui disparaissent complètement du code lui-même. Voilà, je laisse la parole à Marc pour poursuivre sur la question de cet État qui ne va pas donner le pouvoir au propriétaire, hein, et c'est là où le basculement se fait, mais un pouvoir qui va faire en sorte que les propriétaires administrent finalement l'État incarné par Bonaparte. Donc, on n'est plus dans le projet d'une aristocratie des propriétaires où les propriétaires gouverneraient, mais dans une administration au service d'un État incarné par un personnage, hein, une logique monarchique en fait, où les propriétaires sont finalement la masse, la technostructure qui permet de faire fonctionner le système, qui est à leur avantage, bien sûr. Bien, merci Yannick, je reprends la parole. Je vais essayer de ne pas être trop long et indiquer simplement quelques grandes lignes de la manière dont on a abordé cette question de la fabrique de l'État. Vous connaissez tous le lieu commun, la théorie développée par Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution en 1856, qui est que finalement la Révolution se place dans la continuité de l'Ancien Régime parce que la Révolution aurait repris le mouvement centralisateur de la monarchie qui aurait construit un État centralisé et que finalement la Révolution aurait repris ce processus et l'aurait mené à bien en quelque sorte et aurait abouti à l'État moderne ou l'État contemporain plus exactement. Cette idée, elle est très à la mode, enfin elle est très à la mode, ça fait très longtemps qu'elle est très à la mode, elle est souvent pas remise en cause, c'est ce que nous avons essayé de faire dans nos chapitres et dans le livre en général. En effet, on considère, quant à nous, que non seulement l'État contemporain, c'est-à-dire l'État qui commence à se mettre en place sous le consulat et qui se poursuit jusqu'à nos jours, en fait, cet État contemporain n'est pas construit dans la continuité de l'État royal, même si évidemment il y a un certain nombre de continuités, et il n'est pas plus construit dans la continuité de la construction d'un État qui pourrait être un État révolutionnaire entre 1789 et 1794-95. En effet, la logique même, l'appareil d'État monarchique en 1789, cet appareil d'État s'effondre, il disparaît. Certes, les intendants perdent leur pouvoir, les États provinciaux disparaissent, les parlements disparaissent. Alors certes, les individus qui occupaient ces postes ne disparaissent pas, ils continuent à être là et à constituer parfois les cadres du nouveau régime. Néanmoins, les structures elles-mêmes, les structures de l'État monarchique disparaissent. Il y a cette idée, il y a un peu cette idée quand même chez beaucoup d'historiens et de manière générale dans le discours public, que l'État est une espèce d'invariant historique, que finalement, de la préhistoire jusqu'à nos jours, on aurait une marche victorieuse de l'État. On oublie que l'État monarchique, l'État féodal, l'État monarchique et l'État actuel, ce sont des constructions historiques et donc qui sont pas forcément, qui se situent pas forcément les unes dans la continuité des autres.
En effet, entre 1789 et 1795, euh, l'État qui se constitue, si on peut appeler ça un État, c'est un État entièrement électif. C'est le premier point à prendre en considération. C'est-à-dire qu'à part les officiers généraux qui sont nommés par le pouvoir législatif, en l'occurrence la Convention à partir de 92, toutes les autres fonctions sont électives, y compris, comme vous le savez, les prêtres. Ça veut dire que l'esprit, y compris l'esprit de la monarchie, enfin ce qu'on appelle d'habitude la monarchie constitutionnelle en 1789, c'est-à-dire la Constitution de 1791, n'est pas une conception centralisatrice du pouvoir. Au contraire, elle est dès l'origine décentralisatrice. Alors même si le terme décentralisateur et décentralisateur sont des termes anachroniques, en réalité, le rapport entre le centre politique et les territoires, dès 1789, n'est pas compris comme un rapport de domination d'un centre sur des périphéries. Il est compris comme un rapport fonctionnel. Donc c'est très important à comprendre. On n'a pas de hiérarchie exécutive entre 1789 et 1795. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pouvoir exécutif central qui, à la tête d'une administration et de fonctionnaires, fait ruisseler les ordres du haut vers le bas ou de Paris vers les provinces. Certes, il existe une assemblée qui fait la loi, mais l'assemblée, ce n'est pas l'État. L'assemblée, ce sont les représentants du peuple. Même le gouvernement royal ne dispose pas à l'époque d'une infrastructure exécutive, qui ne dépend que de lui, pour faire exécuter la loi. Il dispose d'un certain nombre de serviteurs. Alors, il y a des ministres, il y a des bureaux, bien entendu, mais finalement, l'exécution de la loi revient à des autorités élues, ce qui est absolument fondamental, et des autorités élues qui sont responsables devant donc leurs électeurs, devant leurs mandataires. Donc de 1789 à 1795, d'une certaine manière, je caricature un petit peu en disant ça, mais il n'y a pas d'État exécutif. N'oublions pas par ailleurs qu'il n'y a pas de police nationale. Il y a bien une armée, mais l'armée est en reconstruction, que, y compris les forces répressives d'État sont quasiment absentes, puisque ce sont les gardes nationales qui ne sont pas des forces maintien de l'ordre d'État, ce sont les gardes nationales qui assurent l'ordre public. Bon, à part la gendarmerie, qui est elle aussi réformée, il n'existe pas de police d'État. L'armée est occupée déjà à se réformer elle-même, puis elle est à partir de 92, elle est occupée sur les frontières à cause de la guerre. Et donc on est dans un État qui n'est pas un État fondamentalement exécutif, qui n'a pas de pyramide exécutive. Sous le Directoire, on va avoir une tentative de constituer cette architecture exécutive de l'État, centralisée. C'est notamment la nomination des commissaires du Directoire auprès des différentes administrations, auprès des tribunaux, etc. Mais le Directoire ne va pas être capable de créer ex nihilo cette architecture exécutive qui partirait du Directoire et qui irait jusque dans les communes. Entre 1789 et 1795, comme dit Saint-Just, la souveraineté est dans les communes. Elle est dans les communes. Elle n'est pas dans l'État. Et donc, l'État est considéré entre 1789 et 1795 comme l'infrastructure, comme la structure qui permet l'exécution de la loi. Et rien d'autre. À partir de 1795, comme on l'a montré dans le bouquin sur le Directoire, on va avoir une tentative de constituer cette structure administrative et cette structure exécutive. Alors, ça va être, pour un tas de raisons, je vous renvoie au livre sur le Directoire, et pour un tas de raisons, ce projet va échouer d'une certaine manière. Il va réussir en partie, notamment dans le contrôle des élections, par exemple, par les agents du Directoire, mais il va échouer en grande partie parce que, tout simplement, cet État ne trouve que très peu de candidats pour occuper les fonctions exécutives. Et ceux qui occupent les fonctions exécutives, souvent, ont quelques difficultés à faire obéir à la loi. Voilà. Alors, le tournant du consulat, c'est un tournant fondamental de ce point de vue-là, et c'est pour ça qu'on considère que c'est le consulat qui crée l'État exécutif contemporain, au sens de structure exécutive
d'un pouvoir centralisé vers des territoires. Alors évidemment, on peut utiliser le terme État dans d'autres acceptions, parce que le terme est extrêmement polysémique, mais on considère que la création de cette structure hiérarchique, administrative et exécutive, c'est Bonaparte et ses proches qui le réalisent. Le réalisent tout d'abord, bon, ça vous le savez, par la création des préfets. Les préfets qui sont évidemment les agents directs du pouvoir exécutif. Ils rendent compte au pouvoir exécutif, mais aussi parce que le principe électif, qui était central entre 1789 et 1799 d'ailleurs, même si entre 95 et 99, le principe électif avait été déjà remis en cause en partie, à partir de 99, le principe électif est totalement remis en cause, puisque désormais, ce sont des administrateurs qui administrent. Et ces administrateurs non élus, pour la plupart, doivent directement rendre compte au pouvoir exécutif. C'est-à-dire que l'affaiblissement du pouvoir législatif, qui est divisé en différentes sections, puis qui est liquidé totalement, enfin, ou quasi totalement, après le consulat à vie, c'est le pouvoir exécutif qui investit la totalité du champ de l'État, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Et donc, on a la construction en quelques années, en 2-3 ans, ce qui ne va pas d'ailleurs sans problème, parce que les premiers préfets ont tendance à pas forcément savoir ce qu'ils doivent faire pour être ces représentants de l'État. Parfois, ils se laissent aller à être les représentants des gens qu'ils administrent. Mais malgré tout, c'est en quelques années que cette structure étatique, exécutive et administrative se constitue. Alors évidemment, tout ça a été préparé non seulement par le directoire, mais aussi on a ressorti un certain nombre de projets. C'est ce que disait Yannick tout à l'heure sur la question de la propriété. Mais on a déjà des projets d'administration dans les dernières années de l'Ancien Régime. Mais la continuité n'est pas réelle, elle n'est qu'apparente. Hein, parce que les assemblées de notables telles qu'on les avait conçues dans la réforme de 1786-7, n'ont pas grand-chose à voir avec la manière dont Bonaparte et le régime consulaire vont engager les notables dans l'administration, comme l'a dit Yannick tout à l'heure, c'est-à-dire que les notables ne sont pas ceux qui gouvernent, ils sont ceux qui administrent. Seul le gouvernement gouverne. Seul le gouvernement gouverne. Or, le gouvernement, il se réduit non seulement au premier consul, et il se réduit, disons, au groupe de conseillers non élus, bien évidemment, qui l'entourent. Et notamment, il faut insister sur le fait que le Conseil d'État est une structure extrêmement importante. Le Conseil d'État et le Sénat. Parce que là-dessus, il y a souvent un contresens qui est fait. Souvent, on considère que le Sénat conservateur du consulat, ça a un rapport avec notre Sénat. Rien à voir. Notre Sénat, c'est une assemblée élective. Le Sénat conservateur n'est pas une assemblée élective. Il ne fait pas partie du pouvoir législatif. Il est un élément du pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, dans les constitutions de l'an 8, de l'an 10 et de l'an 12, le pouvoir législatif, c'est le tribunat et le corps législatif. Bien. Or, ce pouvoir législatif est réduit à quasiment rien. C'est-à-dire que le consulat est le moment de construction d'une politique quasiment purement exécutive. C'est-à-dire que c'est le pouvoir exécutif qui envahit l'ensemble du politique et qui se met à la tête d'une administration chargée de dépolitiser la nation, puisque l'administration remplace l'expression de la souveraineté. Le peuple est censé exprimer sa souveraineté lors des plébiscites, éventuellement dans les moments où il choisit ses administrateurs, dans certains cas, mais globalement, on a un État qui se substitue à l'expression de la souveraineté populaire, parce qu'il est un pouvoir exécutif. Alors, on a ici une transformation extrêmement radicale sous le directoire, qui rompt totalement avec la logique de non-domination, pour le coup, et d'expression de la souveraineté populaire entre 1789 et 1795, voire 1799 d'ailleurs. Donc on peut dire que Bonaparte et ses proches ont
largement dépassé ce que prévoyait CIS, par exemple, en 1799, qui prévoyait quelque chose d'assez complexe, dans lequel la souveraineté populaire était déjà sérieusement entamée. Mais Bonaparte va encore plus loin, finalement, effectivement, comme l'a expliqué tout à l'heure Yannick, en refusant l'aristocratie des propriétaires, hein, pour impliquer le gouvernement d'un seul, fondamentalement, puisqu'à partir de 1802, le consulat à vie, puis après l'Empire, impose une nouvelle forme de monarchie. Une nouvelle forme de monarchie qui n'est pas liée au fait que Bonaparte est une couronne sur la tête, évidemment, mais qui est liée au fait que c'est le pouvoir d'un seul et le pouvoir du chef de l'État. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'expression, enfin, que devient populaire, ou plus ou moins devient usitée, l'expression chef de l'État. Hein, le roi, autrefois, était le chef de l'État, mais sous une autre forme. Il était caput, parce que, enfin, caput, c'est la tête en latin. Il était le chef de l'État parce que l'État s'incarnait dans le roi. Avec Bonaparte, on a une forme d'incarnation qui est différente, qui est d'ailleurs un petit peu bricolée parce qu'on ne veut pas donner l'impression qu'on restaure une monarchie. Pourtant, en 1802 puis en 1804, c'est bien une monarchie au sens où le disait Saint-Just. Saint-Just expliquait il n'y a pas monarchie, il y a une monarchie quand un seul gouverne, ou quelque chose comme ça. Eh bien, on est donc bien sur le consulat dans une monarchie qui se constitue et qui radicalise la construction administrative. Alors, est-ce que ça veut dire que l'État centralisé de Bonaparte est une espèce d'État totalitaire? Non, bien sûr que non. Bonaparte n'a pas les moyens, ni politiques ni matériels, de créer un État omnipotent, mais il crée néanmoins un État exécutif possédant tous les pouvoirs et un État quand même policier. Alors je ne vais pas développer cet aspect, il y a un chapitre dans le bouquin qui développe justement la création de la police, parce que, encore une fois, avant 1799, la police renvoie au sens générique du terme, c'est-à-dire la question de l'administration du social, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus large que ce qui existe, ce qu'on entend par police aujourd'hui. Le véritable inventeur, alors même s'il y a un ministre de la police générale sous le directoire, Fouché, Bonaparte et Fouché reprennent la tendance qui avait été construite sous le directoire et vont développer une véritable police chargée du maintien de l'ordre. Et désormais, la police et la gendarmerie, d'ailleurs, vont être les forces chargées de la répression, de la surveillance et de la répression. Donc on a incontestablement un régime qui tend, dans les limites techniques de l'époque, à devenir un régime policier. Et donc, l'apparition de l'État exécutif, de l'État administratif, est concomitante de l'apparition de l'État répressif et policier. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Je ne veux pas prendre trop longtemps la parole parce que je préfère qu'on en discute tous ensemble. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être lu déjà le bouquin. Pour d'autres, vous ne l'avez peut-être pas lu. Mais ce qu'on vient de dire, je pense, doit donner matière à une discussion. Évidemment, le bouquin ne se résume pas à ça, puisqu'on a d'autres thématiques, hein, évidemment, qui sont extrêmement importantes, mais il me semble que ces deux questions-là qui expliquent le sous-titre du bouquin, hein, la fabrique de l'État et la société propriétaire, qui sont les deux jambes, en quelque sorte, les deux piliers sur lesquels on a voulu construire cette interprétation de cette période du consulat. Voilà, donc je lâche la parole, et si quelqu'un veut la prendre, ce sera avec plaisir. Alors Jacques, Jacques, il faut que tu rallumes ton micro. Je coupe le mien. Je m'excuse pour tout à l'heure parce que comme je feuilletais vos deux livres en même temps, j'ai fait un peu de bruit. Oui, ce qui m'intéresse, c'est non seulement les thèmes que vous avez abordés, mais la question dans votre démarche des continuités, des discontinuités par rapport à vos deux ouvrages, celui sur le directoire et celui que vous venez de présenter. Alors, ce qui m'a frappé, par exemple, dans votre livre sur le directoire, en particulier dans le chapitre sur la construction de l'appareil d'État et l'ordre social, vous insistez assez longuement sur l'évolution de la justice pénale, qui est vraiment une question centrale à l'époque, puisque la période antérieure avait démantelé le rapport entre juges et avocats, avait fait passer les juges au second rang, et nombre d'avocats avaient pris des positions fortes
parmi les acteurs de la Révolution française, voire même avaient participé comme juges aux tribunaux populaires ou aux tribunaux révolutionnaires. Donc, il y avait, et ça on le voit bien dans votre livre sur le directoire, une volonté de restituer une justice pénale. Alors là, c'est contre le brigandage, dans le cas mais qui peut s'étendre à d'autres aspects de la société. Et donc là, vous insistez dans le directoire. Dans le livre sur le consulat, dans la mesure où il me semble pas, peut-être dans un ou deux passages où vous abordiez de fond cette question, alors je me suis posé la question, est-ce qu'il faut considérer que pour le consulat, ce que fait le directoire, c'est-à-dire commencer un processus qui sera très long de restitution de la position du juge, non pas sous la forme d'Ancien Régime, mais sous une forme qui était lointaine de toute forme de justice populaire ou de justice révolutionnaire. Est-ce que vous considérez que le directoire s'est acquis pour le consulat, ou est-ce qu'au contraire, en particulier sur un des chapitres centraux de votre livre sur le consulat, qui est le chapitre sur la hiérarchisation de la société propriétaire, est-ce que justement, dans ce processus de hiérarchisation, il n'y a pas également des éléments de justice pénale qui se mettent en place et qui n'étaient pas présents au moment du directoire? Donc, au fond, ce qui m'intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure, comment évolue cette justice pénale, cette nouvelle justice pénale. Alors, justice des propriétaires, justice des administrateurs, bon, ça c'est une autre question. Enfin, c'est un peu cette question, parce que c'est une question qui préoccupe beaucoup les juristes, et il y a beaucoup de travaux récents des juristes sur la rupture entre la juridiction sous l'Ancien Régime et la Révolution française. Et ils ont tendance, quand ils travaillent sur la Révolution française, à avoir du mal à situer les périodes au-delà, bien sûr, à partir de 95, ils ont du mal à situer. Ils disent globalement, bon, ça bouge entre 95 et 1820, puis en 1820, ça se stabilise, ça y est, on a mis en point le nouveau système de justice pénale. Alors, j'aurais voulu savoir si, dans le cas, est-ce qu'il y a innovation, je répète ma question, est-ce qu'il y a innovation sous le consulat, ou est-ce qu'on reste dans le cadre qui a été déjà posé, qui est déjà très, très chargé, très, très cadré par le directoire? Voilà, donc c'est la question de la justice pénale. Et est-ce que ça vise pas justement la justice pénale dans la période du consulat? Est-ce que ça s'oriente plutôt vers les propriétaires, c'est-à-dire protéger les propriétaires, alors que sous le directoire, c'était vraiment les ennemis sociaux, quoi, c'est-à-dire ce qu'on qualifiait de brigandage, quoi. Je peux dire un mot, je peux dire un petit mot là-dessus. C'est vrai que on a accordé moins de place dans le sur le consulat à cette question de la justice pénale. On en parle un petit peu en expliquant que l'institution judiciaire, c'est-à-dire les juges, et la structure judiciaire passe entièrement dans les mains du pouvoir exécutif. Bon, ça, on en a parlé, mais est-ce que ça a des implications sur le droit pénal et sur comment dirais-je, la justice pénale proprement dite? C'est vrai qu'on n'a pas tellement étudié la question, si ce n'est parce que en grande partie, tout le travail répressif en 1799, 1800, 1801, 1802, tout le travail répressif se fait en dehors de l'appareil judiciaire. Puisque tout le travail répressif, que ce soit celui du brigandage, que ce soit celui du brigandage politique, entre guillemets, ou du brigandage de droit commun, la répression se fait dans d'autres structures. Elle se fait dans les commissions militaires et directement par l'armée. C'est-à-dire que la particularité, ça existait déjà en partie sous le directoire, mais c'est Bonaparte et le consulat qui vont systématiser le truc, c'est-à-dire qu'on met les départements problématiques en dehors du champ de la Constitution et on envoie l'armée. Et tout se règle à coup de tribunaux militaires. C'est Aurélien Lignereux, dans son travail sur la gendarmerie, qui a montré qu'on a une vraie guerre au brigandage. Alors, avant, il y avait une répression du brigandage. Avec Bonaparte, c'est la guerre au brigandage. C'est-à-dire qu'on a, je crois, il estimait à 10 ou 20 000 exécutés
ce qui est gigantesque, 10 ou 20 000 exécutés par la gendarmerie et les commissions militaires, voire carrément des gens qui ont été fusillés, qui ont été chopés simplement et fusillés, sans même passer devant des commissions. Donc c'est cet aspect-là dont on a parlé, et je pense que ce que tu évoques, les transformations de la justice pénale et des lois pénales, je pense que grosso modo, c'est à partir de 1803, 1804, 1805, tu vois. C'est plutôt sous l'Empire, et c'est vrai qu'on n'a pas tellement traité cette question-là. Oui, donc ça va dans le sens de ce que disent les juristes. Eux, ils disent que ça se stabilise vraiment vers 1820 et qu'il y a une très très longue période où ça reste ce qui s'est défait sous la Révolution française. Enfin, les premières années de la Révolution française a du mal à se remettre en place dans une structure qui n'est pas la même que la structure de l'Ancien Régime. Oui, non, c'était pour savoir par rapport aux travaux des juristes comment vous situez votre analyse. Tu as répondu à ma question, merci. Je t'en prie. Yannick, tu veux ajouter quelque chose? Tu as dit l'essentiel, hein, l'essentiel, c'est la fin d'une fonction élective, hein, la mise aux ordres en fait de la justice aujourd'hui du pouvoir exécutif, hein, avec l'inamovibilité qui est donnée au juge, et en même temps un pouvoir exécutif qui contrôle les carrières. Donc finalement une indépendance qui est toute d'apparence, et c'est le moment où on va reconstituer en fait à la fin du consulat des cours de justice avec l'appareil, les hiérarchies. Donc c'est toute la dimension à la fois de domination par le pouvoir exécutif et de hiérarchisation dans des rapports d'obéissance, hein, qui vont en cascade de tribunaux, les plus hauts dans la hiérarchie jusqu'au plus bas, qui est une application à la justice en fait d'un mécanisme, d'un militaire que l'on retrouve dans l'ensemble de la société. Voilà, on a plutôt insisté là-dessus que sur la justice pénale elle-même, et sur le fait qu'on va mettre à l'extérieur de la justice, en fait, on va sortir du cadre judiciaire constitutionnel, légal, en quelque sorte, toutes les affaires de répression pour créer, en créant des tribunaux d'exception qui ont à chaque fois la main lourde, qui fonctionnent sans jury populaire, où il y a des militaires qui sont également qui siègent, et donc on a des dispositifs très particuliers qui sont adaptés à la répression. Oui. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Faites coucou. Oui, Jean-Baptiste, je vous donne la parole. Allez-y, mettez votre micro. Merci. Oui. Merci beaucoup. Il faudrait que Michel Onfray lise vos ouvrages. C'est pas Pardon? On voit régulièrement parce qu'on est passionné par son travail. moi aussi. Et alors tout aussi sérieusement, vous avez longuement insisté sur le fait qu'évidemment on ne pouvait pas parler du consulat comme étant la mise en place d'un État totalitaire, et vous avez tout autant insisté sur le fait que Bonaparte n'avait pas les moyens, notamment politiques, de s'imposer de cette façon-là. Alors, ce que je souhaiterais savoir, c'est si l'on dispose, pour cette période, de sources qui permettent de mesurer la contestation politique possible, d'autant que la liberté de la presse est pour le moins sérieusement remise en cause, d'éléments peut-être liés aux néo-jacobins. Comment est-ce qu'on peut mesurer ces oppositions-là et le refus peut-être de cette rupture avec la République telle qu'elle avait été pensée depuis ce moment constituant que vous évoquiez en 89. Je peux dire 2-3 mots là-dessus. La première chose, c'est que, évidemment, les 28 millions de Français qui avaient pris l'habitude entre 89 et 99 à être considérés comme des citoyens, ne sont pas devenus du jour au lendemain des sujets sans râler. Ça, c'est une évidence. Et la plupart des travaux, notamment, je pense à ceux là encore d'Aurélien Lignereux ou à d'autres, ont montré, notamment ceux de Nathalie Petitot, ont montré que, au moins jusqu'en 1802-1803,
c'est-à-dire assez tard dans le consulat. Les oppositions royalistes, républicaines, voire les oppositions libérales, si tant est qu'on puisse parler d'opposition libérale, restent extrêmement vivaces. Il y a des complots, il y a des tentatives d'assassinat. Quand on croit que Bonaparte est tué à Marengo, il y a les milieux républicains qui sortent du bois. Alors, comment on peut mesurer ça? On le mesure traditionnellement, notamment avec les sources policières. Alors évidemment, les sources policières, elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire que les policiers ont tendance à avoir des complots même là où il n'y en a pas, parce qu'évidemment, ça justifie leur travail. Néanmoins, Nathalie Petitot a montré qu'il y avait des refus. Des refus, alors mais c'est des refus qui, en 99, sont encore très organisés, puisque par exemple, dans la région de Toulouse, il existe encore des cercles constitutionnels néo-jacobins. Bon, progressivement, ils vont disparaître, puisqu'ils sont interdits par la Constitution de toute façon. Mais ces réseaux vont continuer à exister dans le cadre privé. Mais la répression va quand même sacrément bousiller tout ça, puisque des centaines de néo-jacobins sont arrêtés, certains sont déportés, d'autres finissent sur l'échafaud, notamment ceux qui ont essayé d'attenter, ou qui ont appelé au tyrannicide. Ça, on l'explique dans le bouquin. Mais il y a aussi l'opposition royaliste qui est très bien organisée et qui continue à s'opposer. Mais on a aussi des espèces d'opposition de gens ordinaires. Je cite un truc que j'avais pris dans un bouquin de Jean-Paul Berthaud, où on avait un militaire qui disait Bonaparte est un couillon. C'est un couillon avec une couronne, au moment du sacre, c'est un couillon avec une couronne de bouse de vache. Bon, dit comme ça paraît être un truc, une espèce de rejet un peu primaire ou primate, si j'ose dire, du bonhomme. Mais ça veut dire que fondamentalement, une bonne partie des Français, et cela très tardivement, y compris sous l'Empire, sont pas absolument dupes du génie de Bonaparte ou du génie de Napoléon, etc. Donc il existe un bonapartisme, enfin bonapartisme c'est autre chose, il existe une espèce de rapport sentimental monarchique entre une partie de la population et Napoléon, sous l'Empire. Mais il ne faut pas du tout négliger le fait que pour tout un tas de gens, il est assez difficile d'oublier ce qui s'est passé entre 1789 et 1799. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs que dans leur fort intérieur, un certain nombre, y compris des serviteurs de Napoléon d'ailleurs, n'en pensaient pas mais voilà, il y a pas de, il y a une tentative de contrôler la presse, de contrôler l'édition, ce qui marche d'ailleurs, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a énormément d'écrits qui arrivent de l'étranger, qui circulent dans le pays. Hein. Aussi bien sous le consulat que pendant l'Empire, ils font la chasse aux publications. Alors, sous l'Empire, il y a très peu de publications en France clandestines, parce que la répression a réussi à tout empêcher. En revanche, il y a beaucoup de publications à l'étranger qui circulent en France, alors, même si c'est assez dangereux. Mais on a beaucoup comme ça, on a des graffitis, on a des cris séditieux, et les sources de police sont très, très comment dirais-je, attentives à tout ce qui est cris séditieux. Et il y en a beaucoup sous le consulat. Un peu moins sous l'Empire, mais beaucoup sous le consulat. C'est-à-dire que Bonaparte a les moyens, la police de Bonaparte, la police de Fouché, place des mouchards un peu partout, dans les cafés, dans les familles, etc. etc. Mais finalement, à part relever les cris séditieux, ils n'ont pas les moyens de faire une police de la pensée, quoi. Ils essayent de gouverner les esprits, et ils y arrivent en partie, puisqu'il y a une forme de militarisation de la pensée qui commence sous le consulat et puis qui va se développer sous l'Empire. Ça, Jean-Paul Berthaud l'a bien montré dans ses bouquins. Mais rappelons quand même que la police de Fouché, c'est quelques milliers de bonshommes. C'est pas 300 000 personnes. C'est pas très massif. C'est en cela que je dis qu'il n'a pas les moyens, ni politiques, ni matériels, de créer un État qui serait un État réellement totalitaire. Il a les moyens de créer un État autoritaire, mais il n'a pas les moyens ni politiques ni matériels pour contrôler réellement.
Yannick, tu veux ajouter un truc? Oh non, tu dis l'essentiel. C'est vrai que les travaux de Petit O et Lignereux ont mis en avant, hein, toute cette dimension-là qui avait été un peu évacuée souvent de l'historiographie traditionnelle, hein, en disant qu'il y a toujours une opposition, il y a toujours des gens qui n'acceptent pas. Il y a une activité qui est vivace, hein, donc la tentative policière en fait d'éradiquer toutes ces voix discordantes existe bien, mais elle n'est pas appareillée de telle manière qu'elle puisse être efficace pour ça. Et que par ailleurs, donc on est devant un État, un exécutif qui n'est pas surpuissant, et on est par ailleurs devant un pouvoir auquel la population n'adhère pas d'emblée du tout, contrairement à ce qu'on a dit, le 99 qui serait finalement le moment où on accueille le sauveur, hein, qui nous fait sortir du marasme de la révolution, du désordre, de la pagaille. Enfin, Bonaparte arrive, hein, qui a été ce que disait Marc tout à l'heure, le mythe se construit lui-même dès les premiers jours, quoi. En fait, il y a face au coup d'État, il y a des résistances, on est obligé de changer de personnel à certains moments parce que ils sont pas d'accord. C'est des personnels qui sont issus de l'ancienne administration et qui freinent des cas de fer, qui n'appliquent pas les consignes. Et puis donc il y a des résistances de cette nature-là. Et puis par ailleurs, il y a une grande passivité, une grande attente, hein, de la population face à qu'est-ce que va devenir ce truc, c'est quoi ce machin, quoi. Donc il faut attendre 1802 à peu près, hein, pour que la situation se tasse et qu'il y ait qu'on commence à trouver une adhésion véritablement au consulat. Mais auparavant, pas du tout, quoi. Pas du, même les milieux d'affaires qui sont censés être aux ordres d'un personnage qui va aller totalement dans leur sens, hein, et qu'ils ont financé, même les milieux d'affaires sont dans une mise à distance très attentiste, hein, du régime. C'est le moment où la paix avec l'Angleterre est signée en 1802 que les Français disent voilà, comme on rappelle dans le bouquin, le consulat, et Bonaparte s'installe sur la logique de la paix, non pas de la guerre, hein. C'est quand il peut établir la paix, en fait, qu'il commence à avoir une certaine confiance dans la population. Mais avant, c'est vraiment l'attente qui domine, hein. Ils sont même très largement obligés de bourrer les urnes au moment ce sont des registres, mais ils sont obligés de tricher très largement sur les élections au moment du premier référendum, hein, et ils multiplient les voix par je ne sais plus combien, enfin, c'est des quantités colossales, par 10 quasiment, hein. Il y a des départements où ils n'y touchent pas, puis il y a des départements où ils multiplient par 3 ou par 4. Voilà, donc ils multiplient par des quantités colossales pour marquer une adhésion au régime, parce qu'elle n'existe pas, quoi. Elle n'existe pas pour le référendum de la Constitution de l'an 8. Voilà, donc c'est policier d'un côté parce qu'il existe une opposition, et en même temps il n'y a pas une adhésion d'emblée, un acquis de popularité qui serait d'emblée présent. Et les préfets, dont Marc parlait tout à l'heure, ont pour fonction justement aussi d'observer, de surveiller, de contrôler, mais également d'être des relais pour favoriser une popularité dont visiblement Bonaparte est très friand. C'est quelque chose qu'il attend, hein. Il essaie de la construire, il essaie d'exister dans quelque chose qui est une popularité qu'il génère lui-même. Voilà, donc on est dans cette ambivalence, on n'est pas dans des choses très simples, un blanc ou noir, hein, que l'on a en général dans l'historiographie. Fabienne, vas-y. Oui, je vais peut-être vous poser des questions naïves ou bêtes, n'étant absolument pas historienne et étant économiste de la période absolument contemporaine et sur les questions de propriété d'État et de propriété privée d'État, en travaillant en particulier sur cette propriété exclusive sur les produits de santé qui aujourd'hui organisent le monde, à commencer par celle qui concerne les vaccins. Et j'avais commencé à travailler justement sur ce lien entre propriété et État dans l'histoire, et je m'étais déjà pas mal inspirée de vos travaux, mais j'ai deux questions en fait, mais elles sont peut-être, vous allez me dire si elles sont judicieuses ou pas du tout. Comment on fait le lien entre d'un côté l'avènement du Code civil avec la suprématie organisée autour de la propriété privée exclusive, donc aussi l'avènement d'une nouvelle forme de propriété, donc cette propriété exclusive, et puis la naissance d'une administration, donc en l'occurrence du droit public,
au service de l'exécutif de l'autre. Donc, en fait, le lien entre le code civil qui organise la société sur la base de la propriété privée et de l'autre, l'avènement d'une administration publique assujettie à l'exécutif d'un côté. Donc ça, c'est ma première question, mais peut-être qu'elle ne vous parle pas. La deuxième, c'est comment on passe du consulat à la fin du 19e, et notamment avec l'avènement la redéfinition du droit administratif avec Oriou et la création de droits subjectifs de l'État et la consécration du pouvoir administratif contre le suffrage universel à cette période. Voilà. Je ne sais pas si les questions que je pose vous interpellent ou pas du tout. Yannick, vas-y Yannick, moi je cherche un truc. D'accord. Alors sur la question de l'articulation en fait de la confiscation du politique par l'administration et de la confiscation de la propriété dans une position exclusive telle qu'elle est théorisée par le Code civil. Pourquoi les deux s'accompagnent? C'est qu'on constate en fait que les deux logiques s'accompagnent et qu'elles, en tout cas que pour Bonaparte, la propriété est quelque chose qui est à la source de l'ordre social. C'est-à-dire que l'idée que le propriétaire puisse disposer comme il le souhaite de ses biens va faire que les lois qui organisent la société à ce moment-là vont être des lois obéies parce qu'elles garantissent aux propriétaires la suprématie absolue sur ses biens. Donc le fait d'être un propriétaire absolu et d'être dans un dispositif législatif qui garantisse aux propriétaires ce droit absolu sur ses biens renforce en fait l'obéissance à la loi et renforce l'État qui se constitue à ce moment-là. Il y a l'idée que l'État est évidemment généré, contrôlé, encadré par le pouvoir exécutif, mais il est également généré par la société, hein, par ce rapport d'appropriation qui va permettre d'organiser, de hiérarchiser l'État, qui va permettre de constituer ce qu'on va appeler la notabilité à ce moment-là, et qui s'accompagne également dans le Code civil je vais évoquer très rapidement, hein, mais d'une organisation sociale dans laquelle le patron est également celui qui va être à la source de cette obéissance, le père contre l'enfant et le mari également contre la femme. Donc on a un ensemble qui permet de fabriquer une société qui est disposée en fait à s'incarner dans un pouvoir exécutif puissant. Ensuite, je passe sur du côté de la fin du 19e siècle, ça je peux pas te répondre. Dans le droit, finalement, l'État va, sur cette base en fait, qui est créée au début du 19e siècle, on va avoir à la fin du 19e siècle la constitution d'un appareil d'État qui s'autonomise, en fait, c'est ce que tu veux dire, et qui va, à ce moment-là, disposer peut-être des moyens politiques lui permettant d'agir en propre et de confisquer de confisquer la décision, hein, la décision citoyenne, mais qui est déjà finalement en germe. Hein, Marc le rappelait, la construction de l'administration se fait pour se substituer aux politiques. Dans le bouquin, on dit que ce sont les administrés qui vont remplacer les citoyens. Donc, je pense qu'on a déjà cette matrice qui est là au début du 19e siècle, et peut-être que, mais ça, il faudrait demander à des spécialistes du droit administratif, peut-être qu'on a
peut-être que je ne parle pas d'un accomplissement en fait d'une structure d'un État, d'une technostructure autonome à la fin du 19e siècle. Voilà, c'est ce que je peux te dire, mais ce que toi tu vois effectivement dans cette perspective, nous on essaie d'en montrer un peu la genèse sans forcément rattacher les fils et en donnant finalement l'occasion à des juristes ou à des économistes d'essayer de rattacher ces fils qui circulent comme ça pendant 2 siècles et dont on est les héritiers. Pour répondre à ta première question, le lien, c'est les contemporains qui l'établissent. C'est-à-dire que dès 1789, ceux qui veulent arrêter la Révolution, c'est-à-dire ceux qui considèrent que la Révolution est finie, après le 4 août 1789, dès 1789, ne cessent de dire il faut un pouvoir exécutif, il faut construire un pouvoir exécutif. Il faut reconstruire un pouvoir exécutif qui ne soit pas un exécutif monarchiste. Enfin, comment dire, il peut y avoir un roi à la tête de cet exécutif, peu importe, c'est pas la question. C'est qu'il ne soit pas un pouvoir exécutif comme celui du roi, mais qui soit, comme le roi d'Ancien Régime, mais qui soit un nouveau pouvoir exécutif. Et donc, pendant toute la Révolution, tu as des tentatives de construire un pouvoir exécutif. Alors, les Girondins, par exemple, proposent un pouvoir exécutif électif, qui aurait une structure qui serait à la tête d'une structure administrative. C'est ce qu'ils proposent notamment dans le débat constitutionnel de 1793. Donc tu as une demande de pouvoir exécutif depuis 1789 parmi tous ceux qui veulent arrêter la Révolution. Parce qu'ils considèrent précisément que, comme le pouvoir législatif a envahi en quelque sorte le politique, et que le pouvoir législatif est soumis à la pression des mandataires, eh bien, il faut une force qui puisse équilibrer ou qui puisse arrêter l'enthousiasme populaire. Et cette force-là, elle n'est pas dans le pouvoir législatif, et ils la cherchent dans un pouvoir exécutif qu'ils n'arrivent pas à construire. Et c'est pour ça que sous le Directoire, ils essayent de construire une structure, mais ils n'y arrivent pas. Et sous Bonaparte, ils y arrivent. Le rapport direct entre pouvoir exécutif et code civil, c'est la conception de la société qu'a Bonaparte. Bonaparte considère que, il n'est pas le seul d'ailleurs, Bonaparte considère que la Révolution a atomiser la société. Il le dit lui-même. Il a cette formule. Il dit « nous sommes des grains de sable ». C'est-à-dire que ce qui faisait la société, la religion, le rapport de déférence féodal, ou le rapport de déférence avec l'existence d'une noblesse, etc., tout ça, ça a disparu parce qu'on a tout pété, grosso modo. Tout a été cassé. Et donc, on se retrouve dans une société où les individus sont comme des grains de sable. Et donc, une société qui est comme des grains de sable ne peut pas exister, en tout cas, elle n'a aucune puissance. Or, lui, ce qu'il cherche, Bonaparte, c'est la puissance, y compris la puissance extérieure, militaire. Donc, pour ça, il va falloir reconstruire tout ce qui a été détruit, mais sous une nouvelle forme. Parce qu'on ne peut pas faire comme avant 1789, on ne peut pas recréer une noblesse qui n'existe plus, on ne peut pas recréer des rapports sociaux qui n'existent plus, donc on va recréer des rapports sociaux. Et la recréation de ces rapports sociaux, c'est pour lui, le point de départ de cette recréation, c'est ce qu'il appelle les masses de granit, c'est-à-dire les notables, la notabilité. Ces masses de granit qu'on va jeter sur la plage où se trouvent les grains de sable, qui vont empêcher les grains de sable de se barrer n'importe où. Voilà. Donc ces masses de granit, c'est les notables. Mais ces notables, il va les soutenir, il va leur donner des pouvoirs administratifs, mais il va les contrôler. Parce que Bonaparte, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout. Il gouverne pour eux, mais il n'aime pas du tout les manieurs d'argent. Il pense que la seule propriété qui soit vraiment légitime, c'est la terre. De ce point de vue-là, il est très attaché à la propriété foncière. Et donc, il considère que il faut reconstruire la société à partir de ces masses de granit. D'où cette idée très très claire chez Bonaparte, chez les concepteurs du Code civil, qu'on reconstruit la société par en haut. Et pourquoi cette idée qu'on doit reconstruire la société par en haut? Fondamentalement, Bonaparte, c'est un militaire. On ne comprendrait pas l'organisation constitutionnelle et institutionnelle et administrative du consulat si on ne regardait pas du côté des structures militaires. Il conçoit la société comme une société militaire. C'est-à-dire que l'autorité vient d'en haut, la confiance vient d'en bas. Bon, ça, c'est Sieyès. C'est Sieyès qui l'a dit notamment. Mais lui, il en fait l'application pratique. C'est-à-dire que rien ne doit venir d'en bas, tout doit venir d'en haut. Et en fait, d'une certaine manière, ce que veut Bonaparte, c'est reconstruire la société par en haut, par le pouvoir exécutif. Donc le lien entre pouvoir exécutif, entre construction de l'État
Et code civil et société et propriété, il est direct chez lui, c'est-à-dire que ça part d'en haut. Maintenant, pour te donner un élément sur la deuxième question, j'ai lu il n'y a pas longtemps un bouquin que j'ai trouvé absolument excellent, qui s'appelle La force de gouverner, de Nicolas Rousselier, je ne sais pas si tu connais, c'est un historien contemporanéiste, qui a étudié précisément, c'est un ouvrage sur le pouvoir exécutif au XIXe siècle. Et il a montré comment le Parti républicain, dans les années 1820, 1830, 1840, est resté sur la haine du pouvoir exécutif de la Révolution française, avec la haine de Bonaparte, etc., mais qu'à un moment donné, précisément par le biais du pouvoir administratif, l'État, si j'ose dire, enfin l'État profond, je ne vais pas utiliser l'expression État profond parce que ça veut dire autre chose, mais par le biais du pouvoir administratif, l'État réussit à subvertir le principe de la souveraineté en s'imposant par le biais du droit réglementaire. Et c'est très intéressant, je te conseille vraiment la lecture de ce truc-là, parce que je pense que ça répond à ta question. Parce qu'il montre justement que, alors que les républicains de la Troisième République voulaient, en arrivant au pouvoir, si j'ose dire, supprimer le pouvoir exécutif, à l'intérieur du Parti républicain même, il y a toute une fraction qui a fait une espèce de compromis avec l'État, dont la plupart des commis n'étaient pas des républicains, et que le royalisme, en quelque sorte, s'est maintenu dans l'État républicain par le biais du pouvoir réglementaire et administratif. Et le bouquin est très très bien parce qu'il montre, enfin, il s'arrête à aujourd'hui, hein, le bouquin, enfin, pas à Macron, mais juste avant, et ça s'appelle donc La force de gouverner, Nicolas Rousselier, et ça répond peut-être à ta question. C'est chez Gallimard. Oui, vas-y, Jacques. Vas-y, Jacques. Du coup, si on essaye de monter en généralisation, et si on repose la question là, qui m'intéresse actuellement chez les juristes, du rapport entre la règle et le droit, et la question de l'unité dans le rapport de la règle et du droit, dans les termes que tu dis, pour Bonaparte, il n'y a de règle que militaire. Oui. Je veux dire, il n'a de règle que militaire, c'est-à-dire en fait, il est complètement en dehors de la recherche d'une unité de quelque forme que ce soit. Donc du coup, ça pose un problème. Est-ce que cette période a son unité propre, en dépit de la manière dont vous décrivez des éléments centraux, mais est-ce que c'est pas plus une période de transition qu'une période qui a son unité propre, parce qu'on ne voit pas très bien quelle est la règle qui fait fonctionner cette période. On y voit certains éléments, les propriétaires, enfin tous les éléments qui font vos différents chapitres, mais on a du mal, ce qui explique pourquoi ça m'avait un peu étonné, parce que dans les travaux sur les juristes, ils ont tendance à passer dessus cette période, parce que justement, ils disent, bon, le directoire, c'est très intéressant, terme de directoire, il y a plein d'éléments juridiques qui se mettent en place, puis après, paf, ils repartent à partir de 1815, 1820, ils font une espèce de parenthèse sur cette période. Alors je me suis toujours posé la question, pourquoi ils font une parenthèse sur cette période? Peut-être en effet, comme tu le dis, c'est que du fait même de la personnalité de Bonaparte puis de Napoléon, il n'y a de règle que militaire. Ou alors est-ce que c'est excessif de dire ça? Non, moi je pense que Bonaparte, quand il s'exprime, il utilise les valeurs militaires. Et notamment, il ne faut pas du tout négliger le poids énorme de l'honneur comme vertu sociale. Parce que Bonaparte ne cesse, et puis c'est pas un hasard s'il a créé un truc qui s'appelle la Légion d'honneur, qui existe toujours, c'est-à-dire ce qui cadre, ce qui vertèbre la société, c'est l'honneur et l'obéissance, puisqu'il n'y a pas d'honneur sans obéissance, puisque c'est dans l'obéissance qu'est l'honneur. Donc ces valeurs militaires, mais déjà Gaucho l'avait montré, Berthaud l'avait montré, les historiens du consulat et de l'Empire ont beaucoup sous-estimé le poids des valeurs militaires et de l'organisation militaire dans le régime. Ça fait pas du régime dictature militaire, parce que les militaires concrètement sont pas au pouvoir. C'est les civils qui sont au pouvoir. Mais les civils gouvernent avec des valeurs politiques, et ce que tu appelles sans doute la règle, je ne sais pas, il faudrait peut-être se mettre d'accord, mais en tout cas avec des valeurs qui sont les valeurs de l'armée, c'est-à-dire les valeurs de l'obéissance et de l'honneur. La Légion d'honneur, au point de départ, hein, c'est l'idée de faire fusionner les valeurs militaires avec les valeurs de la notabilité.
Alors bon, compte tenu du fait qu'ils distribuent un peu les Légions d'honneur comme des bons becs, au bout d'un moment, il y a plus de militaires que de civils. Mais à l'origine, l'idée, c'était d'avoir à peu près 50-50 pour que les valeurs militaires imprègnent les civils et que les valeurs sociales de la notabilité imprègnent les militaires. Alors, ça a vaguement marché, mais ça a plus marché dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut dire d'une certaine manière la valeur dominante de la période, c'est l'armée, c'est la gloire militaire, c'est l'honneur militaire, alors que dans l'autre sens, les militaires, eux, se sont peu notabilisés. Ils se sont enrichis, ils s'en sont mis plein les poches, mais ils se sont relativement peu notabilisés pour la plupart d'entre eux. Par rapport à ce que tu disais, Marc, on trouve on parlait des opposants tout à l'heure, mais dans des discours d'opposants, des imprimés qui viennent de Russie, par exemple, il y a des charges qui sont faites et qui montrent l'apparat, l'uniforme et l'épée. L'épée qui devient une marque du pouvoir administratif, une espèce d'emblème de la position sociale administrative, qui donc est issue de l'armée, qui devient un des identifiants en fait du système politique. Donc c'est l'uniforme qui est la marque aussi de fabrique de l'époque. L'uniforme, on parlait des juges tout à l'heure, mais l'uniforme qui touche les lycéens, les profs, les proviseurs, les préfets, tout le monde est en uniforme. L'uniforme est également la marque de cette organisation militaire, cette hiérarchisation militaire. Et quand, Jacques, tu parles de période de transition, oui, on parle aussi de fondu enchaîné, je crois dans le bouquin, on dit cette expression, pour voir comment on passe d'un projet brumérien qui était finalement un projet de réforme du directoire, trouver une constitution adaptée finalement au projet thermidorien qui n'avait pas été celui du directoire, comment on passe de ce projet-là à quelque chose qui va basculer à partir de 1802 dans une autre logique qui est une logique monarchiste. Donc que le consulat soit un moment de transition, c'est certainement le cas, hein. C'est un moment de glissement en fait, d'un type d'organisation politique à une autre. C'est la raison pour laquelle il est très original en fait. On n'est pas simplement dans 1799, voilà déjà un Napoléon, ou 1804, on est encore dans le directoire. Non, on est dans quelque chose qui nous permet de comprendre comment la texture politique en fait s'adapte, se constitue sur cette période-là pour déboucher effectivement sur l'Empire, hein, avec un rapport à la République d'ailleurs qui est aussi un indicateur en fait de la manière dont ce fondu enchaîné se fait, comment on maintient les apparences républicaines, hein, tout en mettant en place, en œuvre, des dispositifs politiques qui en sont la négation. Mais on continue à maintenir l'idée, le mot de république en tout cas. Et plus on fait le contraire de ce qu'est une république, plus on passe dans une autre logique et plus on va mettre en avant, bien sûr, cette idée de république. Donc je pense que ce glissement, oui, tu as raison, hein, fondu enchaîné. Oui, on est confronté à... Enfin, c'est étonnant parce que les juristes mettent de plus en plus en cause l'idée que l'ancien régime est un régime d'uniformisation du point de vue qui est le leur, du point de vue juridique. Beaucoup de travaux vont dans ce sens. Et qu'après 1820, également, se met en place un régime d'unité qui n'est pas un régime d'uniformisation. Ça voudrait dire qu'au fond, si on se situe dans une historicité longue, ça serait la période du consulat et napoléonienne qui serait la seule période d'uniformisation du point de vue juridique. C'est un peu ce que j'avais compris. Et du coup, ils ont tendance à l'éluder, c'est-à-dire à la laisser de côté, à laisser aux historiens le soin de la décrire, parce que ils ne voient pas trop ce qu'ils peuvent en faire sur le plan juridique. Et ça rentre pas dans leur quête des formes historiques de l'unité du droit depuis le Moyen-Âge, hein, puisque c'est leur perspective. Oui, non, ça singularise beaucoup la période. Alors du coup, ça renvoie la période aux travaux des historiens, quoi. On voit mal comment d'autres travaux peuvent intervenir, peut-être les économistes, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup à dire sur la propriété, mais comment peuvent intervenir d'autres rapports, d'autres disciplines à l'intérieur de l'étude de cette période. C'est une question que je me pose. Hein.
j'essaye de comprendre justement la spécificité de cette période, si on la perçoit dans une perspective interdisciplinaire, et je ne vois vraiment que pour le moment le lien entre l'histoire et l'économie, quoi. Mais je vois mal sur d'autres plans. C'est aussi parce que d'une certaine manière, cette période elle contredit cette espèce de récit de l'unification depuis le Moyen Âge, quoi. De fait, puisque mais la période 89-95, elle leur pose problème, encore plus que le consulat, d'une certaine manière. Oui, mais là, bon, ils ont tendance à considérer, bon, les juristes, il y a des tribunaux populaires, il y a des tribunaux révolutionnaires, le système des avocats et des juges est complètement déstabilisé, donc c'est plus tellement leur problème. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas, en tant que juristes, à se mêler des débats entre historiens pour savoir si c'est la terreur ou si c'est la démocratie. C'est pas vraiment leur problème. Mais moi, c'est ce que j'ai compris en lisant leurs travaux. Mais c'est sûr que ça, quand même, ça pose la question, votre ouvrage et le débat, de l'originalité de cette période, quoi. C'est vrai que ça pose la question, voilà. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Quelqu'un veut prendre la parole? Allez-y. Si quelqu'un veut prendre la parole, ouvrez votre micro. Oui, j'avais une dernière question. Vous avez évoqué très furtivement la religion. Et le consulat, c'est la mise en place du concordat qui, de facto, abolit la loi de séparation du 21 février 1795. Est-ce que là aussi, dans les jeux des oppositions et des contestations, on a des éléments d'opposition républicaine sur, au final, cette attaque et cette remise en cause de ce qu'avait, au final, acté la Révolution? Oui, j'en parle pas mal, enfin on en parle pas mal dans un des chapitres sur le consulat, sur le concordat, pardon, où on montre qu'effectivement la dernière bataille politique à l'intérieur du tribunat, qui est l'une des deux chambres législatives, c'est la question du concordat. C'est-à-dire que, y compris au sein des institutions brumériennes, il y a une très forte résistance à l'égard du concordat, et aussi très forte dans l'armée, parce qu'il y a un anticléricalisme extrêmement puissant dans l'armée, qui rejette vraiment de. Enfin bon, je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, je ne sais plus quel général qui, lors du sacre, se fout de la gueule du pape qui est là pour. Et qui dit grosso modo qu'est-ce que c'est que ces calotins, qu'est-ce que c'est que ces calotins, on va les virer de la cathédrale, quoi. Grosso modo, je ne me souviens plus de la forme exacte. Enfin, il y a une très forte résistance dans l'armée, et y compris dans les institutions brumériennes, au concordat. Mais je veux dire, la religion de Bonaparte, on ne la connaît pas, sa religion personnelle. Mais ce qui est certain, c'est que pour Bonaparte, l'Église catholique, c'est une des formes du contrôle social, tout simplement. Hein. C'est ni plus ni moins ça. Et le fait d'introduire le pape là-dedans, c'est une forme de renforcement de ces masses de granit. Voilà. Et en même temps, pour Bonaparte, l'enjeu, c'est évidemment de contrôler l'ensemble des prêtres. Et il faut bien dire qu'entre 1802 et 1809, à partir du moment où ça commence à se gâter un peu entre Bonaparte et la papauté, l'essentiel du clergé français est quand même aux ordres. Alors, il existe des résistances, y compris dans le clergé, parce que le clergé constitutionnel, qui a à sa tête Grégoire, se trouve liquidé par le concordat. Et eux sont très opposés, évidemment, au concordat. Mais bon, ils sont obligés de s'écraser et de se taire. Mais un des éléments qui fait que Bonaparte ne peut pas blairer Grégoire, outre le fait que c'est un abolitionniste et qu'il est contre le rétablissement de l'esclavage, c'est aussi parce qu'il recléricalise ce qui avait été décléricalisé.